Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a achevé hier sa visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Une visite qui a permis de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment la sécurité et la défense. Les choses se précisent pour le bon déroulement des élections couplées municipales et régionales du 21 avril prochain. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire face à la presse hier a réaffirmé son soutien à la commission électorale indépendante. Et puis les gares routières d'Abidjan, comme à l'intérieur du pays, grouillent de monde depuis hier. Les passagers qui veulent fêter la Pâque ont pris d'assaut ces gares où les tickets de transport s'arrachent comme de petits pains. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour un séjour privé en France. Et comme je le disais, il a quitté Abidjan hier. Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a achevé sa visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Une visite qui a permis de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment la sécurité et la défense. Et pendant son séjour en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement haïtien a eu une série de rencontres. Il a échangé avec les autorités ivoiriennes et la communauté haïtienne vivant en Côte d'Ivoire. Laurent Salvador Lamotte a aussi visité la ville de Grand-Bassam. Hugues Véblé. Un auteur de marque pour la ville historique de Grand-Bassam, dans la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Premier ministre d'Haïti, Laurent Lamotte, a pris plaisir à admirer les vestiges du passé. Des bâtisses datant de l'époque coloniale et qui ont fait la renommée historique de la vieille ville. Au nombre des structures qui ont accueilli la délégation haïtienne, l'ancienne poste de Grand-Bassam, tous ces compartiments ont été parcourus, comme l'ont été avec un intérêt certain ceux du Musée national des costumes de Grand-Bassam. Appelé autrefois hôtel du gouverneur, il a servi de résidence et de bureau aux différents gouverneurs qui se sont succédés en Côte d'Ivoire, de 1893 à 1902. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour pour le peuple ivoirien, nous sommes là. Et encore une fois, on veut dire merci au peuple ivoirien de cette chaleureuse visite et aussi de nous faire revivre notre passé. Parce que Haïti, comme je l'ai dit tantôt, Haïti est un pays africain. Nous sommes l'Afrique dans les Caraïbes. Et ceci nous permet à tous Haïtiens ici de revivre avec nos ancêtres, avec nos racines et de voir exactement l'origine de notre pays. Donc ça nous va droit au cœur. Après Grand-Bassam était au programme de la rencontre à Abidjan avec la communauté haïtienne en Côte d'Ivoire, l'actualité d'Haïti. Le pays se porte mieux et a besoin de tout le monde pour se reconstruire. Message du Premier ministre Laurent Lamotte à la communauté haïtienne en Côte d'Ivoire, forte d'environ 200 membres. Voilà, et c'est donc hier que le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a quitté Abidjan. Les populations de Zielebli et de Petit-Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont été victimes d'une attaque le 13 mars dernier par des assaillants. Le président de la République, Alassane Ouattara, solidaire à leur situation, leur a fait des dons en vivres et non-vivres. Ces dons sont estimés à 60 millions de francs CFA. Le reportage sur place d'Herman Niamier. Assises le long de cette salle de classe, le regard hagard, ces femmes, comme l'ensemble des populations, attendent une bonne volonté pour leur redonner le sourire et apaiser un tant soit peu leur douleur. Les populations des villages de Zielebli et de Petit-Guiglo, dans la localité de Blolequin, ont été victimes d'une attaque les 13 et 22 mars dernier. Bilan, 15 morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels considérables. Les rebelles ont envahi le village à 3 h du matin. À ce moment, j'étais aussi chez moi à domicile et ils sont venus. Ils ont commencé à tirer en l'air. Le village a été vraiment brûlé. Totalement. Moi, le président des jeunes même, ma cour a été totalement brisée. Moi et mes enfants, on est sortis à Blolequin. On n'a pas marché de la brousse jusqu'à on est sortis à Blolequin ici, sans caleçon. C'est arrivé à Blolequin ici, les gens ont eu pitié de moi, ils m'ont donné les trucs pour porter. Ne sachant pas où dormir, ces personnes qui vivent désormais dans l'angoisse et le désarroi ont trouvé refuge chez des parents ou des connaissances ailleurs. Sensible à cette situation, le chef de l'État, Alassane Ouattara, leur a fait don de vivre et de non-vivre d'une valeur de 60 millions de francs CFA. C'est le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, qui a remis ces dons. Le président de la République, il agit en bon père de famille. Il est le président de tous les Ivoiriens et il n'a pas cessé depuis
le déclenchement de cette crise, d'être auprès de ces populations, des populations du Cavali. Vous savez, la blessure ici, la déchirure a été très profonde. Mais c'est à force de faire des efforts, de part et d'autre, à force de sensibilisation et à force de volonté également de la part des populations et du gouvernement, que nous arriverons à stabiliser cette région. Ces attaques, selon les témoignages, proviendraient de la frontière libérienne. Afin d'éviter de tels drames à l'avenir, le préfet du département de Bleulequin exhorte donc les populations à une franche collaboration avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en début de journal, les choses se précisent pour le bon déroulement des élections couplées municipales et régionales du 21 avril prochain. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire face à la presse hier a réaffirmé son soutien à la commission électorale indépendante pour le bon déroulement de ces élections. Eh bien, l'ONUCI va apporter son appui, notamment dans la sécurisation des populations. Les explications de Maïsako. Faire le point de la mission des Nations Unies dans l'organisation et le déroulement des élections couplées municipales et régionales, ainsi que la situation sécuritaire dans l'ouest du pays, tels étaient les objectifs de la conférence de presse tenue ce vendredi par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders. S'agissant des élections, Bert Koenders a appelé les acteurs politiques à plus de responsabilités dans ce processus dont le bon déroulement dépend d'eux. Soulignant que le Conseil de sécurité n'a pas donné de mandat spécifique à l'ONUCI en ce qui concerne l'organisation du scrutin, Bert Koenders a mis en avant les grandes lignes de la contribution de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour un bon déroulement des élections. En vertu de notre mandat, j'ai dit un peu plus limité dans la résolution 2062, nous apporterons principalement, je l'ai dit, un appui à la sécurisation des populations et de l'environnement électoral. Et dans ce sens, nous travaillons actuellement étroitement avec les autorités compétentes et la commission électorale indépendante pour une intégration concertée de nos effectifs dans le dispositif national de sécurisation des élections. Et nous avons néanmoins mis sur pied une petite cellule qui nous sert d'interface avec la communauté électorale indépendante, en particulier en matière de conseils d'appui technique. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 3 éléments devraient être pris en compte selon Bert Koenders pour le retour effectif de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Il s'agit des problèmes fonciers, de la sécurité et de la réconciliation. Suite aux récentes attaques, d'importantes mesures ont été prises. L'ONUCI, quant à elle, dès qu'elle a été informée d'un incident, a immédiatement envoyé des renforts dans la zone pour la sécurisation des populations, y compris des nombreux déplacés. Nous avons également intensifié nos patrouilles, du moment que je parle, terrestres et aériennes, en appui des forces de sécurité nationales pour dissuader de nouvelles attaques. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONUCI en Côte d'Ivoire a également indiqué que la communauté humanitaire est à pied d'œuvre aux côtés des autorités locales pour venir en aide aux populations meurtries, notamment à Zilebli et Petit Guiglou. La Pâque, c'est demain, dimanche 31 mars. Les chrétiens vont célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Ce moment festif est aussi marqué en pays baoulé. Les populations convergent vers les villages pour célébrer la Pâque, qu'elles appellent aussi Pakinou. Mais pour allier les localités, que de difficultés pour avoir un ticket de voyage. Ambiance dans les gares routières à Boaké avec Kades Sogodogo et Kodikwame Jean de Dieu. Et revoilà Pakinou. Les ressortissants du centre du pays convergent vers leur localité d'origine. Une fois à Boaké pour rallier leurs villages respectifs, ces populations sont confrontées à un manque de locomotion. Pour Pakinou 2013, les transporteurs ont pris des dispositions utiles pour remettre fin au calvaire vécu les années antérieures. Notre PDG a renouvelé son parking auto, donc il y a eu assez de cas cette année pour transporter tous les parents venant de toutes destinations. Aujourd'hui, ça fait au moins une trentaine ou quarantaine de véhicules. À Guayako 500, Lanyibono 600, à Bolikro 700, à Ouniafoudou 700, à Lubo, à Kurabo, tous les 1000 francs. Des dispositions sont certes prises, cependant, des difficultés restent à surmonter côté passagers. Je viens de Yamsokro, je vais à Seblenou. Je vais pour la fête de Pâques, le transport a augmenté. Je payais 1000 francs. Mais maintenant, c'est 1500. Le transport n'a pas augmenté. Seulement, je peux dire que ça a été
peut-être un cadeau pour nous, parce que le transport est bien par rapport à l'année passée. Ces grands moments de déplacement occasionnent parfois des accidents de la circulation. Cette année, des responsables du secteur du transport mettent l'accent sur la prudence auprès de leurs conducteurs. Étant transporteur, nous avons fait des réunions avec nos personnels roulants. Donc on leur a dit d'être beaucoup prudents. Ce qui fait même qu'on fait des permanences au niveau du garage pour pouvoir voir l'état du véhicule. On dit de rouler doucement, ne pas aller trop fort, d'aller tout doucement pour pouvoir descendre les gens à destination. Avec la paix retrouvée dans notre pays, les ressortissants du centre du pays ont battu le rappel de leur valeureux fils. Les gares routières d'Abidjan grouillent également de monde depuis hier. Les passagers qui veulent fêter la Pâque en dehors d'Abidjan ont pris d'assaut ces gares où les tickets de transport s'arrachent comme de petits pains. Doigt des lasers. À Djamé, nous sommes à 48 heures de la fête des Pâques et il n'y a plus de place dans les compagnies de transport qui assurent les lignes des villes du centre de la Côte d'Ivoire. Dans les gares routières, les passagers attendent depuis des heures pour s'offrir un voyage. Bon, je suis là depuis 6 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi les cars ne viennent pas. Et je ne sais pas si effectivement on va partir. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité si on doit partir ou pas. Parce que les parents, on a déjà appelé, les parents nous attendent. D'autres parmi eux se confient à Dieu pour ne pas rater la fête. Puis ils étaient ici. Je n'ai pas voir qu'à voici ma ticket. Tous les gens là, ils ont dit que je n'ai qu'à prier. C'est à cause de ça que j'ai en train de prier. De la gare de Boaké en passant par celle de Dimbokro et Kumodi, le constat est le même. Il manque de cars de transport, mais les responsables rassurent. Donc vraiment nous avons la pression des clients parce qu'ils espèrent rentrer tôt pour voir leurs parents. Mais aujourd'hui nous sommes plus trop débordés. Mais nous espérons que tout va rentrer dans l'ordre. Nos cas seront là et vous tous vont partir. Nous avons commencé à faire le départ depuis 5h30. Donc jusqu'à 7h, nous avons déjà fait au moins 10 départs. Donc actuellement, on attend les cars qui quittent la direction de Makori pour venir en renfort. Malgré leur assurance, beaucoup de passagers restent non satisfaits. Certains préfèrent faire de l'autostop dans les corridors, une opportunité de voyager plus rapidement. Nous sommes venus au bord de la route pour espérer avoir un camion. Et malheureusement, on dirait que ce n'est pas plus rapide parce qu'on se retrouve dans la même situation qu'à la gare. La fête de Pâques est prévue pour le dimanche 31 mars et pourtant à Abidjan, s'offrir un voyage devient un casse-tête pour les usagers. Et c'était le constat de Doigt des lasers. On reste sur place dans les gares routières où le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est en campagne de sensibilisation. Le ministre Alakwa Dioremi veut réduire les risques d'insalubrité dans les gares routières très fréquentées par les populations en cette période pascale. Mamadou Kouassi, reportage. Deux membres du gouvernement à la gare routière d'Adjamé n'ont pas pour effectuer un voyage, mais pour une campagne de sensibilisation. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, soutenu par son homologue de la construction, du logement, de l'urbanisme et de l'assainissement, Mamadou Sanogo, sensibilise les acteurs du transport à un cas de vie sain à travers l'opération Pays propre spéciale Pakino. Nous voulons compter sur ces responsables de gares routières et leurs travailleurs pour s'impliquer. Ils doivent obliger les usagers à respecter leur lieu de travail que sont la gare routière et les véhicules. Il faut leur interdire de jeter leurs sachets, de jeter leurs déchets là où bon leur semble, en leur indiquant les lieux que nous avons mis en place, c'est-à-dire les poubelles que nous venons de leur donner. Pour les transporteurs, le changement de comportement pour un cas de travail propre est possible. Ils s'engagent donc à accompagner la politique de salubrité du gouvernement. Déjà, nous, on avait déjà commencé cela sur les gares routières. Nous avons mis une brigade de salubrité dans nos gares qui, chaque mercredi, on nettoie proprement cette gare. Il n'y a pas de problème, nous, à notre niveau, parce que nous avons déjà compris le message il y a très longtemps. Dorénavant, nous allons donner des instructions fermes à nos chauffeurs et nos chargeurs pour que les populations qui viennent dans les gares puissent mettre dans les bacs qui nous ont été mis à disposition les sachets d'eau et tous les ordures qu'ils auraient pu générer au cours d'un voyage dans un car ou pendant leur présence dans une gare. La campagne de sensibilisation va durer une semaine à travers le thème « La propreté et moi, on roule ensemble ». En plus des campagnes de proximité dans les gares routières, les affiches seront placées sur les autocars, effectuant de longs trajets, histoire de toucher les populations de l'intérieur du pays. Il y avait de nombreux blessés hier sur l'autoroute du Nord, mais pas de perte en vie humaine, heureusement.
En cause, 2 accidents de la circulation. Selon des témoins interrogés sur place, des crevaisons de pneus sont à l'origine de ces accidents. Et c'est le lieu donc d'appeler à la vigilance et surtout à la prudence sur les routes, surtout en cette période pascale où les populations se déplacent massivement. En raison de la fête de la Pâque célébrée demain, dimanche 31 mars, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le lundi 1er avril, lundi des Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, était en visite hier sur les chantiers de réalisation des travaux d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable pour les quartiers d'Abidjan Nord. Selon l'ingénieur, les travaux avancent bien et les populations auront bientôt l'eau dans les robinets en permanence. Noël Nyagno signe ce reportage. L'accès à l'eau potable est un nouveau défi à relever depuis que l'eau a cessé d'être un don du ciel. L'acquérir nécessite des investissements lourds. Entre le moment où on part d'une eau brute jusqu'à ce que les populations aient cette eau-là et qu'elle devienne potable, il y a un certain nombre d'infrastructures lourdes qui doivent être construites et c'est leur construction qui prend du temps. Pour tenir compte de cette réalité, des investissements sont en cours de réalisation à Yopougon, zone industrielle. Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques, est préoccupé aujourd'hui par une chose essentielle, s'assurer que le délai sera tenu. Parce que le problème de l'eau est devenu alarmant à Abidjan et singulièrement à Yopougon. Il a donc initié une visite de terrain pour se rendre compte par lui-même du niveau d'avancement des travaux. Et les responsables sont formels, preuve à l'appui que le pari sera tenu. Pour ce qui concerne le gros œuvre, tout ce qui est ouvrage génie civil, je pense qu'on a un taux d'avancement aux alentours de 95%. Pour ce qui est des équipements, on doit être, maintenant qu'on finit le génie civil, on a commencé les équipements, on doit tourner aux alentours de 30-40%. Les populations riveraines sont heureuses parce que la fin du calvaire est pour bientôt. Si le château va bientôt finir, en tout cas, je suis tellement contente. Parce que désormais, je ne vais plus charger de bidons. Désormais, je ne vais plus payer de l'eau en détail. Vous voyez, ceux-ci peut faire au moins 3 mois. On peut payer peut-être 2000 ou bien 2000 et quelques. Mais payer un bidon par jour, 150, tu as 10 bidons, tu as 500 par jour. Vraiment, c'est difficile. 15 000 dans le mois. Être soulagé, c'est bien, mais il faut aussi avoir un comportement citoyen, d'où l'appel du premier responsable des infrastructures économiques. Quand on voit un tuyau d'eau, de grâce qu'on mette les fondations de sa maison à côté, parce que sinon, c'est nous-mêmes que nous mettons en danger de non-approvisionnement d'eau un jour si on a un problème. Coût de l'investissement, 11 milliards de francs CFA financés par la BID, Banque islamique du développement et le fonds pétrole. Une bâche de 10 000 mètres cubes, une station de traitement d'eau et le logement du responsable du site sont les 3 composantes du projet. La campagne intermédiaire de cacao sera ouverte le lundi 1er avril. Le prix fixé est de 700 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite hier par le Conseil du café cacao. On retrouve Noël Nyagno. 1er avril 2013, démarrage de la campagne intermédiaire du cacao. Rassurez-vous, ce n'est pas un poison d'avril. Le Conseil du café cacao l'a annoncé ce vendredi au cours d'une rencontre avec la presse nationale et internationale. Le prix fixé est en baisse par rapport à la campagne principale. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire 2012-2013 est fixé à 700 francs CFA le kilo bord-champ de cacao bien fermenté et séché. Précisons qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 700 francs CFA par kilo. Mais pourquoi cette baisse de 25 francs CFA? Quand on arrive dans la campagne intermédiaire, vous savez qu'elle se déroule en période de sécheresse et dans ces conditions, la taille des fèves qui sont commercialisées se réduit, elle devient petite. Et lorsque nous sommes dans une période de forte sécheresse, cette taille-là devient de plus en plus petite. Dans ces conditions-là, il faut faire un prix qui soit en accord, en adéquation avec la qualité du produit. Le Conseil du café cacao rassure les acteurs de la filière qu'il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect du prix bord-champ, représentant 60% du prix CAF compromis aux producteurs.
La forêt classée d'Anguédé-Dou est menacée. Pour préserver sa nappe phréatique qui alimente la population abidjanaise en eau potable, le ministère des Eaux et Forêts a signé un accord avec une société spécialisée dans la protection de l'environnement et du reboisement. Bekat Aliko, Delphine Bla. La forêt ivoirienne est en danger. De 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance, il ne reste que 3 millions d'hectares aujourd'hui. Cela est dû à la surexploitation des sols cultivables, aux feux de brousse, au braconnage, à la pollution de l'air. Pour protéger et réhabiliter le peu de forêt qui reste, un accord a été signé entre le ministère des Eaux et Forêts et une société spécialisée dans la protection de l'environnement et du reboisement. Il s'agit de reboiser 50 hectares des zones dégradées de la forêt classée d'Anguédé-Dou. Pour la santé de la population, cette forêt est tellement importante que nous devons reconstituer cette forêt-là qui déjà a commencé par être agressée à des fins d'urbanisation. Le reboisement de la forêt classée d'Anguédé-Dou va augmenter de 20% le couvert forestier en Côte d'Ivoire. Le Fonds national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire a procédé à la remise de chèques et de matériel informatique aux organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Au total, 300 millions de francs CFA et plusieurs ordinateurs ont été donc remis à 40 ONG et 3 réseaux d'ONG intervenant dans le domaine du VIH-Sida. Les femmes des 40 directions régionales du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique seront à l'honneur dans les prochains jours. Elles seront décorées par leur tutelle pour leur abnégation dans le travail. Jean-Jacques Kwamiala. Les femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique unies pour une école nouvelle au service d'une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est le thème des 2 journées d'hommage rendues bientôt à toutes les femmes des 40 directions régionales de ce ministère. C'est une journée de reconnaissance de nos efforts, du travail que nous avons accompli en éduquant les enfants, les filles et les garçons de la nation. Donc ce jour-là est notre jour et nous les appelons à venir toutes au Palais de la Culture, nous rejoindre pour célébrer cette journée qui nous est dédiée par notre ministre. Sport, défilés et décorations vont meubler ces journées qui feront un point d'honneur à la femme du secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, un moyen pour promouvoir la qualité et l'excellence à l'école. Une violente tornade a frappé Bapo, un village du littoral dans la région de Jacquesville. Bilan, de nombreux dégâts matériels. Le témoignage est signé Eugène Atoubé. C'était une violente tornade comme il n'en a jamais eu dans le village de Bapo. Ce qui vient d'arriver est exceptionnel. C'est un vent de 15 minutes de durée. Ça a débuté à partir de 20 h. Par là, nous, on était sur l'eau. Et on a constaté que ce vent-là était vraiment fort. Il y a eu 5 minutes de vitesse. Et c'est en quelques secondes seulement qu'il y a eu tous ces dégâts que vous avez constatés dans le village. C'est encore meurtri et sous le choc que les populations de cette localité située dans la région de Jacquesville en parlent. On ne gagne pas place pour dormir. Les enfants évacuent à l'école. C'est pour cela qu'on vous appelle. Donc vous n'avez qu'à venir aider nous pour que ce qui a gâté tout, vous n'avez qu'à arranger pour nous. Le spectacle passé La Furie du vent offre à voir des maisons de coiffés, des tôles gisant ici et là. Coup de chance, le réseau électrique de Bapo, alimenté à partir de panneaux solaires, a été épargné. Cette main de Dieu, selon les populations, suscite en elles l'espoir d'une mobilisation autour de la reconstruction de cette petite cité moderne sur le littoral. Nous souhaiterons que le président de la République, le président de Côte d'Ivoire, vienne aider les habitants de Bapo. En attendant que vienne l'aide pour Bapo, les habitants sans abri ont été accueillis dans les familles au nom de la solidarité. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, les bérets rouges ont signé leur retour à Bamako. Ils sont au total 400 et ils vont se rendre dans le nord du pays pour combattre les islamistes auprès des autres forces franco-africaines. C'est l'attente au Kenya. Aujourd'hui, la Cour suprême va se prononcer sur le recours de Raila Odinga qui conteste la victoire à la présidentielle de son adversaire Uhuru Kenyatta. La décision de la Cour suprême est attendue aujourd'hui et le Kenya retient son souffle. La nouvelle de Nelson Mandela, hospitalisé depuis avant-hier pour une infection pulmonaire, va bien selon la présidence sud-africaine.
Personne ne sait exactement où se trouve Nelson Mandela, peut-être dans cet hôpital de Pretoria où il avait déjà été soigné en décembre dernier. Les autorités sud-africaines ont décidé de verrouiller l'information. Seule certitude, le héros de la lutte anti-apartheid a été hospitalisé mercredi soir pour une rechute d'une infection pulmonaire. Le président Jacob Zuma se veut cependant rassurant. Il répond très bien au traitement, ce qui est une très bonne nouvelle. Bien sûr, j'ai déjà dit que nous devrions avoir à l'esprit que Madiba n'est plus tout jeune. Et par conséquent, s'il a besoin de contrôles médicaux de temps en temps, je ne pense pas que les gens doivent s'en alarmer. L'inquiétude, c'est pourtant ce qui caractérise l'état d'esprit de beaucoup de Sud-Africains en ce début de long week-end pascal. Et le blackout ne fait qu'alimenter les rumeurs. Mais à Soweto, on parle de Madiba comme s'il était éternel. Il va aller mieux. C'est un héros, un combattant. On va le soigner. Nous aimerions lui souhaiter un rétablissement rapide parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Il est une icône aujourd'hui. Nous sommes libres grâce à lui. Nelson Mandela souffre depuis longtemps des séquelles d'une tuberculose qu'il a contractée au cours de ses 27 années d'emprisonnement sur Robben Island. Il n'est pas apparu en public depuis près de 3 ans. Les dernières images de lui ont été filmées en 2012 à Kunu, son village natal, à l'occasion de son 94e anniversaire. Hier, à Washington, Barack Obama, recevant 3 présidents africains, a exprimé son inquiétude pour celui qu'il considère comme modèle. Quand on réfléchit à un seul individu qui incarne les qualités de leadership auxquelles nous aspirons tous, le premier nom qui vient est celui de Nelson Mandela et nous lui souhaitons plein de bonnes choses. Même retiré de la vie politique, Nelson Mandela continue de jouer un rôle symbolique en Afrique du Sud et sa disparition risquerait de laisser un grand vide. Voilà, en Côte d'Ivoire, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour un séjour privé en France. Et demain, c'est la Pâque, dimanche 31 mars. Les chrétiens vont donc célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et en raison de cette fête célébrée demain, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. Le lundi 1er avril, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de votre attention.